Bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, un jour de grève en plus pour cette nouvelle causerie de la DAGP consacrée à la manière dont le numérique est venu bousculer le joli monde des expositions et des musées. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet avec nos invités, je voudrais vous donner quelques chiffres. En 2019, près de 1,5 million de visiteurs se sont précipités à l'Atelier des Lumières à Paris. Au lendemain du confinement, donc en 2020, alors que les musées étaient encore vides, le Grand Palais à Paris attirait 200 000 personnes avec son exposition immersive consacrée à Pompéi, qui ne comptait qu'une trentaine d'objets, mais plusieurs films qui reconstituaient la ville antique, et un autre qui figurait l'irruption du Vésuve en 79 avant notre ère. L'été dernier, plus de 300 000 personnes ont payé jusqu'à 24 € pour admirer les trésors du Machu Picchu à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Ils étaient encore plus nombreux, 500 000, à la Villette, que dirige Didier Fusilier, l'un de nos invités, pour profiter des œuvres d'art immersives proposées par l'exposition Popper, qui était, je vous rassure, beaucoup moins chère. Heureusement, car en fait, de plus en plus de musées, d'artistes se sont emparés de ces techniques qui permettent l'immersion, mais surtout d'inviter le public à vivre une expérience assez unique, comme on le verra avec Pierre Pose, l'artiste Pierre Pose, qui est aussi notre invité. Alors, l'immersif serait-il devenu le nouveau mot d'ordre du monde artistique et muséal français ? Est-ce que ça serait la solution à tous les problèmes ? Lorsque le genre est apparu au début des années 2010, pourtant, beaucoup dans les grands musées se sont gaussés. De l'art, certainement pas. Pour eux, c'était à peine bon pour les incultes. Pas pour vous, Bruno Girvaud. On en discutera tout à l'heure, vous qui dirigez le Palais des Beaux-Arts de Lille. Vos collègues ont fini par vous emboîter le pas, puisque l'immersif est aujourd'hui plébiscité dans les plus grandes institutions parisiennes. La Réunion des musées nationaux vient de créer un grand palais immersif installé à l'Opéra Bastille. Et ce grand palais immersif, elle a commencé à le dupliquer en région avec une structure qui s'appelle Muse. C'est vrai que les expositions immersives coûtent aussi beaucoup moins cher que les expositions traditionnelles et se révèlent souvent rentables. Il n'y a pas de frais liés au transport, il n'y a pas au transport des œuvres, il n'y a pas de frais d'assurance, il n'y a pas de frais de gardiennage, ou alors vraiment minimes pour l'ensemble. Et c'est surtout les droits à verser pour la diffusion des images qui sont minimes, puisque la plupart de ces œuvres sont tombées dans le domaine public. Mais les expositions immersives, finalement, est-ce qu'elles répondent à ce qu'on attend d'un musée, tel que sa mission a été pensée par les révolutionnaires français, c'est-à-dire être le lieu de la démocratie et de l'éducation? Et puis, qu'est-ce qui se cache derrière un tel succès? N'est-ce pas finalement une façon de pallier à l'échec de la démocratisation culturelle? N'est-ce pas aussi une façon de pallier à une éducation artistique que chaque ministre de la Culture appelle de ses voeux avec des trémolos dans la voix, mais qui est bâclée par l'éducation nationale faute de moyens, tout simplement. La plupart des visiteurs de ces expositions dites immersives n'iraient pas dans les musées traditionnels. Et c'est vrai que les chiffres du dernier rapport des pratiques culturelles des Français, qui est paru en 2020, paraissent assez glaçants. En 2018, selon ce rapport, en 2018, 29% des Français sont allés dans un musée contre 28% en 1973, c'est-à-dire à peine 1% de plus, sachant qu'ils étaient 33% en 1997, ce qui veut dire qu'il y aurait eu une baisse de près de quelques pourcents, 24%. Pire encore, en 1973, les cadres étaient 1,6 fois plus nombreux que les ouvriers et les employés à aller au musée. Et en 2018, ce rapport passe à 2,5%. Alors on en parlera avec Jacqueline Edelman. Vous voulez contester ces chiffres et vous nous expliquerez pourquoi. Les expositions immersives, donc, seraient-elles la solution pour donner envie aussi aux spectateurs de fréquenter ces lieux, d'aller voir des œuvres en vrai, comme vous l'espérez, Didier Fusilier,
à travers ces microfolies que vous avez imaginées. Je crois qu'il y en a aujourd'hui 300, je me suis renseignée auprès de votre secrétariat, il y en a 325 aujourd'hui à travers la France. Mais ces mêmes visiteurs ne risquent-ils pas d'être déçus après avoir vécu une confrontation spectaculaire avec des œuvres numérisées ? Et n'est-ce pas finalement trahir aussi un artiste que de présenter son œuvre sous une autre forme que celle qu'il a imaginée ? Autant de questions qu'on va aborder maintenant avec nos invités que je vais vous présenter, à commencer par Jacqueline Edelman, conservatrice générale du patrimoine honoraire. Vous avez d'abord été chercheuse en sociologie au CNRS de 1980 à 2009, puis vous avez rejoint le ministère de la Culture pour devenir chef du département de la politique des publics de la Direction générale des patrimoines de 2010 à 2015. Et ensuite responsable de la mission Musée du XXIe siècle entre 2016 et 2017. Ces 2 dernières années, vous avez accompagné la mission de préfiguration du musée mémorial du terrorisme en tant que coordinatrice du pôle muséal. Vous êtes également professeure à l'école du Louvre, en master et en doctorat, et directrice de la collection Musée Monde à la documentation française. Et parmi les ouvrages que vous avez dirigés, on peut citer La place des publics et Inventer des musées pour demain en 2017. À vos côtés, donc, Bruno Girvaud, vous êtes conservateur général du patrimoine, historien et historien de l'art, actuellement directeur du Palais des Beaux-Arts et du Musée de l'Hospice Comtesse de Lille depuis 2013. De 1996 à 2002, vous avez été conservateur au Musée d'Orsay pour le fonds d'architecture. Vous avez ensuite officié à l'École des Beaux-Arts de Paris. On vous doit plusieurs grandes expositions dont il était une fois Walt Disney aux sources de l'art des studios Disney au Grand Palais, avant que l'expo ne tourne dans le monde entier. Et vous avez également été commissaire de nombreuses expositions au Palais des Beaux-Arts de Lille, dont la dernière sur la forêt, qui était magnifique. Depuis votre arrivée au Musée des Beaux-Arts de Lille, vous n'avez cessé de réfléchir à la façon d'accueillir le public et de le rajeunir. Vous nous parlerez des différentes expériences que vous y avez menées. Souvent de manière magistrale, à l'instar de l'aile qui est aujourd'hui dévolue au Moyen-Âge et à la Renaissance, que je vous invite vraiment à découvrir. C'était éblouissant. Voilà, ça vient de réouvrir au public. À mes côtés, Pierre Pose. Pierre, vous êtes plasticien, diplômé de l'École des Beaux-Arts de Paris en 2016, avec les félicitations du jury. Puis en 2017, vous êtes diplômé de l'École du Fresnoy. Vous êtes lauréat de nombreux prix, dont celui de l'ADAGP Révélation Art Numérique, Art Vidéo en 2019. Vous avez imaginé plusieurs récits d'anticipation dans un futur proche, sous forme d'installations immersives mêlant film et sculpture. Ces fictions, où il est notamment question d'eau, s'appuient sur une solide documentation scientifique. Elles ont été présentées dans le monde entier, de Paris à Séoul, en passant par Taipei ou Chicago. Vous avez ainsi participé à la dernière exposition imaginée par Bruno Latour, Toi et moi, on ne vit pas sur la même planète, au Centre Pompidou-Metz. Et puis Didier Fusillé. Vous avez dirigé, Didier, pendant 25 ans le Manège, scène nationale à Maubeuge, en parallèle de la Maison des Arts et de la Culture André Malraux de Créteil. On vous doit surtout d'avoir inventé des manifestations culturelles, artistiques, festives, populaires, à nul autre pareil. Je crois pas que ça existe ailleurs. Et ces manifestations ont permis au plus grand nombre de se frotter aux artistes d'aujourd'hui. À Maubeuge tout d'abord, puis à Lille, où vous êtes conseiller artistique depuis 2004 de la manifestation Lille 3000. À Paris, vous avez réaménagé les berges de Seine entre 2013 et 2015, date à laquelle vous avez pris la présidence de l'établissement public du parc et de la Grande Halle de la Villette. Alors, avant de commencer à vraiment parler d'immersif, je voulais parler de démocratisation culturelle. Les chiffres qui sont donnés par le rapport sur les pratiques culturelles des Français, Jacqueline, nous paraissent effarants. Mais vous me dites que non, c'est pas vrai. Oui, moi aussi, je les trouve effarants. Je les trouve effarants. Ça marche ? Oui, ouais, ça marche. Je crois. Je les trouve effarants parce qu'en fait, donc, l'enquête pratique culturelle des Français est une enquête qui est menée en gros tous les 10 ans, depuis les années 70.
Et donc, c'est vrai que ça sert un peu de baromètre sur l'ensemble de l'offre culturelle et surtout comment les Français s'en emparent. Et donc, comme ça, avec des petits carottages tous les 10 ans. Et il se trouve qu'entre-temps, quand même, on a besoin de données pour éclairer aussi ce qui se passe dans les établissements culturels, et que notamment en ce qui concerne le patrimoine, que ce soit les musées, les monuments, les archives, l'archéologie, l'architecture, on a mis en place, notamment au ministère de la Culture, un certain nombre d'indicateurs et de modalités de suivi, de collecte de données qui interviennent tout le temps, en fait, d'un observatoire permanent des publics. Et qui donc nous livre des résultats, là, en l'occurrence, totalement en décalage avec les résultats de la dernière livraison de pratiques culturelles des Français. C'en est au point qu'il y a quasiment 15 points d'écart entre ce qu'on voit dans les enquêtes qu'on mène entre deux éditions de pratiques culturelles des Français, qu'il s'agisse des musées ou des monuments. Finalement, on pourrait se dire, mais c'est des données qui viennent du ministère de la Culture, c'est un peu pipeauté, oui. Ça valorise plutôt l'action du ministère, donc il y a des biais, mais non. Et c'est surtout qu'il y a des études aussi qui sont menées à l'échelle de l'Europe par des organismes indépendants et qui tombent sur les mêmes données. Donc, dire vite, en gros, disons qu'en 98, on était à 3 Français sur 10 qui se rendaient au moins une fois par an dans un musée ou dans une exposition. En 2018-2019, parce qu'après les chiffres sont quand même sujets à un contexte un peu compliqué, on était passé à 4 Français sur 10. Ça a l'air de rien, mais finalement, c'est quand même 10% de plus. Or, et toutes les enquêtes, et notamment les enquêtes récurrentes avec le CREDOC, qui est un bureau d'études que vous connaissez peut-être, qui fait des enquêtes nationales assez importantes autour des conditions de vie et des aspirations des Français. Et donc, on a travaillé avec eux pendant 10 ans, chaque année, en diligentant une enquête. Et patatras, tout ça a l'air de tomber à l'eau avec les chiffres de pratiques culturelles des Français. Je pense qu'il y a eu un vrai problème Mais pour vous, la démocratisation culturelle, elle a eu lieu ? Alors, je ne dirais pas ça comme ça. Je dirais qu'elle est en marche. Et que, pas simplement le ministère, mais les actions entreprises par les collectivités territoriales à quelque niveau que ce soit, et puis une transformation aussi du monde des musées, et notamment une professionnalisation du monde des musées, mais je pense que ça doit être vrai aussi du côté des galeries, j'imagine, ou des choses un peu moins institutionnelles dans le domaine de l'exposition, fait que il y a des manières de faire venir des publics et non seulement de les attirer, mais de les retenir, qui font que ces chiffres, effectivement, sont fautifs. Et je ne sais pas... Parce que Didier, comment dire des choses moins sympathiques, je n'oserais pas, mais toujours est-il que c'est un décalage assez important avec ce qui est constaté de façon récurrente, et puis ce sondage, finalement, d'une fois tous les 10 ans. Mais Didier, vous avez créé les microfolies, justement, parce que vous vouliez toucher toute une population qui ne va pas au musée, ce qui signe quand même une sorte d'échec de la démocratisation culturelle. Je ne suis pas nuancée, là. Hein. Oui, enfin... Bon, je crois que beaucoup d'efforts ont été faits depuis tout le temps, quoi. Hein. Avant Malraux, Jeanne Laurent, enfin, on parle de ça depuis la nuit des temps. Hein. Et effectivement, c'est compliqué aussi d'aller au musée. Hein. Enfin, c'est pas simple de passer la porte. Enfin, Bourdieu dit très bien, le problème du musée, c'est pas le musée, c'est la porte. Et je crois que comment on fait pour passer la porte d'un musée, enfin, ça a l'air simple comme ça. Enfin, moi, je suis allé au Louvre, je devais avoir la première fois 23, 24 ans. Enfin, c'est pas plus idiot qu'un autre, mais enfin, c'est pas si simple de se dire tiens, je vais aller au Louvre. Enfin, je crois qu'il faut vraiment avoir ça en tête. Et effectivement, les microfolies, c'est en fait, pour expliquer ce que c'est en 2 mots, c'est un dispositif
avec un musée numérique qui donne à voir des chefs-d'œuvre qui viennent des grands musées. Il y a des œuvres du Palais des Beaux-Arts de Lille, par exemple, mais ça va du Louvre au Château de Versailles, mais à l'Odéon, le Festival d'Avignon, l'Opéra de Paris, depuis peu aussi le Prado, tous les grands châteaux d'Europe. Enfin voilà, une sorte de diversité absolument incroyable, des films aussi. Et ça s'installe n'importe où, en 2 heures, dans une salle de classe, dans une ferme, un château. Ça a besoin d'une prise de courant. Et à côté de ça, il y a un petit Fab Lab qui a été créé par la Cité des sciences et de l'industrie, qui est très rigolo, avec une imprimante 3D, des machines à coudre électroniques, des brodeuses numériques, des floqueurs de t-shirts, enfin des trucs qui attirent à la fois les personnes plus âgées, mais aussi tous les ados. La réalité virtuelle, où on met un casque sur la tête et on plonge dans des univers incroyables, notamment en tête-à-tête avec la Joconde, qui avait été fait par le Louvre, très rigolo. On passe à côté de la Joconde et on la voit de dos. Et on va dans le paysage, vraiment, chose assez étonnante, donc qu'on ne peut pas voir chez soi. Enfin, très très peu de gens ont un casque chez eux en VR 3D. Donc ça, on amène ça dans les villages avec une petite ludothèque et un bar. Voilà, ça c'est une microfolie. Donc ça tient dans des flycases, dans une petite camionnette, et ça peut s'installer très rapidement. Et notamment, effectivement, on a commencé ça il y a 6 ans et demi. Maintenant, on en ouvre 7 à 8 par semaine. Rien que dimanche, on en a ouvert 4 dans toute la France, mais on est aussi à Shanghai, on est en Bolivie, on est à Abidjan, on en a 4 au Maroc, on est au Caire. Enfin bref, ça devient un réseau vraiment tout à fait étonnant et qui agrège à chaque fois des chefs-d'œuvre nouveaux. Voilà. Et alors, on a commencé à Sevran-Beaudot, pour la petite anecdote, pour répondre à votre question. En fait, à chaque fois, évidemment, on a le droit à tous ceux qui vous disent « oui, mais enfin, rien ne remplace d'aller voir l'œuvre d'art en vrai, c'est ça l'important ». Sauf qu'il y a un collège juste à côté, et c'est Sevran-Beaudot, c'est-à-dire quartier prioritaire numéro 1 en France. Il y a un quart de CRS dans le quartier en permanence, une idée de l'ambiance. Et un quartier que moi, j'adore personnellement, très... C'est-à-dire il y a une sorte de face-à-face avec une population dont on n'a pas les codes, en fait. Et donc, on a cette microfolie qui est une toile de tente, parce que c'est un parquet de balles qu'on avait à la Villette, puisqu'il n'y avait aucun lieu. Enfin, 52 000 habitants, Sevran, pas un théâtre, pas un cinéma, une petite bibliothèque dans la gare RER, et c'est tout. Non, mais franchement, il faut le voir pour le croire. Hein. C'est la taille de la ville de Valenciennes, à peu près... pour le Nord, parce qu'on est du Nord, enfin rien. Oui. C'est-à-dire que quand on dit pour les jeunes, rien du tout. Et c'est à 23 minutes en RER, on arrive au Halles. Donc on peut se dire, bah, tiens, les jeunes peuvent aller tous au musée, pourquoi ils n'y vont pas? Sauf qu'il y a un collège qui est juste à côté de ce parquet de balles, qui est installé là depuis 6 ans et demi. Le préfet de police m'avait dit, bon, c'est triste, mais allez, je vous donne 6 mois pour que ça soit un tas de cendres. Il faut savoir qu'on s'est installé, comme il n'y avait pas de lieu, on a créé ce chapiteau là où une école maternelle avait brûlé d'une façon criminelle avant, enfin vraiment tout le décor de la catastrophe annoncée. Et depuis, il n'y a même pas eu un tag, il n'y a rien eu de volé, enfin c'est totalement respecté. Alors ce qui est intéressant, c'est que le collège, qui est plutôt un bon collège, on avait fait un sondage très rapide, donc là, ce n'était pas des grandes études menées sur 10 ans. Là, c'était directement sur les classes de 3e. Combien d'enfants étaient en 3e allés dans leur vie dans un musée? 0. C'est pas 10, 15. On n'en revenait pas. 0. Et donc, là, on s'est dit quand même un choc. Donc, on peut toujours se dire, effectivement, on est tous d'accord, c'est mieux d'aller voir la Joconde en vrai. Mais comment on fait pour y aller? Et nous, on s'est rendu compte que il y avait un apprentissage qui a été donné par les microfolies, parce qu'on voyait la Joconde, mais on ne la voit pas, c'est pas un facsimilé. Elle n'est pas à la bonne taille. Quand on voit les Noces de Cana, c'est pas à la bonne taille. L'Opéra de Paris, c'est pas la bonne taille. Enfin, rien n'était à la bonne taille, donc c'est pas la copie d'une œuvre, déjà. C'est autre chose. C'est une façon de voir une œuvre différente. Alors, on a une petite tablette devant soi, donc surtout pour les enfants, ils peuvent faire des puzzles, ils peuvent écouter des trucs. Et on s'est rendu compte, pour ne pas prendre trop de temps, que, par exemple, parce que le but, c'est que les gens aillent au musée grâce à ça, mais pas que les grands musées, les musées à côté de chez eux aussi. Et en Savoie, par exemple, on a une grande action bien déterminée pour aller dans les petits musées de Savoie. Et eh bien, il y avait 2 garçons. Catherine Pégard, la présidente de Versailles, accueille 2 bus qui venaient de Sevran, avec des gens qui n'étaient jamais à Versailles. Ils sont accueillis comme un président de la République. Ils font pas la queue, rien. Ils montent au grand escalier d'honneur. Et là, il y a 2 petits garçons qui vont la voir et qui disent « Madame, est-ce qu'on pourrait aller à gauche voir la chambre du roi ?»
Et elle, toute présidente de Versailles qu'elle était, elle n'avait pas capté qu'à gauche tout de suite, il y avait la chambre du roi. Et eux avaient étudié à la microphonie de Sevran tellement le plan de Versailles, mais à fond. Les gars, ils connaissaient tout à fond. Hein. Et donc, ils savaient tout. Et donc, elle a pris un huissier qui les a emmenés voir tous les passages secrets que nous, on n'a même pas le droit de voir, pour aller dans ce qu'utilisaient les rois, les reines, etc. Donc les gosses sont vraiment devenus des sortes de héros, vraiment. Hein. Ils sont reconnus, ils ont une vraie capacité dans leur quartier à expliquer ce qu'est Versailles. Et on se rend compte que quand Jean-Luc Martinez, l'ex-patron du Louvre, est venu à Noisy-le-Sec, la première question qu'on posait des enfants, il y avait une tripotée d'enfants de 10 ans qui étaient là pour, justement, on lançait la Joconde en tête-à-tête avec la Joconde, en VR. Et les gosses, ce qu'ils disaient, c'est la Joconde en vrai, elle est comment? Et donc lui, il avait expliqué que la Joconde, en fait, elle est toute petite. Si on tire le cadre, c'était un selfie de l'époque. Le peintre Léonard Vinci l'a roulé dans son sac. Enfin, et les gosses, c'était impossible pour eux d'imaginer qu'un tableau célèbre ne soit pas un grand tableau en format. Et donc, nous, on fait tout avec les musées. Quand les enfants viennent, ils sont pris en charge par un médiateur qui les font passer par un petit escalier, qui les amène devant la Joconde. Parce qu'en fait, ils ne veulent pas aller au Louvre. Ils veulent aller voir la Joconde. Mais une fois qu'ils sont au Louvre, ils voient le reste. Et donc, vous voyez, toutes ces clés... Alors, il n'y a pas que ce système, hein, mais il y a beaucoup d'autres possibilités qui... Et moi, je ne crois pas que ce soit les grands musées traditionnels contre le reste. On est dans un monde qui évolue, qui a d'autres moyens technologiques, et je crois qu'il faut savoir s'en emparer. Et ces moyens technologiques permettent... pardon, avant Bruno, quand vous êtes arrivé au Palais des Beaux-Arts de Lille, cette idée de la démocratisation culturelle, est-ce que vous aviez le sentiment qu'elle était en marche et bien installée, ou au contraire, il fallait la prendre à bras-le-corps et imaginer quelque chose parce qu'elle ne s'était pas faite encore? Prenez votre micro. Pardon, c'est la deuxième, la réponse. C'est que non, même si des efforts avaient été produits, donc oui, il a fallu s'emparer à bras-le-corps de cette question. Ouais. Alors je ne sais pas comment en parler, je peux en parler aussi avec des résultats. Entre il y a 10 ans, on avait à peu près 5 à 10% de moins de 30 ans, on est à 30% aujourd'hui. On avait 15 à 20% de primo-visiteurs. Dans notre jargon, c'est les gens qui viennent pour la première fois. On est à plus de 50% en moyenne annuelle. Donc ça veut dire qu'il faut agir de façon extrêmement... Enfin, il faut pousser le curseur, comme vient de le dire Didier, il faut aller chercher les gens. Donc en l'occurrence, quand on est dans le musée, il faut une programmation suffisamment forte, sans perdre d'exigences scientifiques, mais qui soit suffisamment originale, qui puisse parler aux gens et qui les amène à venir dans un musée dans lequel ils n'ont jamais mis les pieds. Et même en faisant ça, c'est lent et on a toujours un sentiment, malgré tout, d'échec et d'une forme de limite à notre action, puisqu'on sait qu'on a dû faire bouger les lignes probablement sur la partie inférieure des classes moyennes, ce qu'on a sans doute ramené vers le musée. Mais pour les autres, ils ne sont toujours pas. Moi, je prends le chiffre dans l'autre sens, que ce soit 3 ou 4 visiteurs qui viennent dans le musée, ça ne change pas grand-chose. Moi, j'entends 6 ou 7 ne mettent jamais les pieds dans le musée, encore aujourd'hui, malgré nos efforts. Hein. Donc c'est magnifique, parce que là, en gros, on a les exemples parfaits de la démocratisation culturelle, c'est-à-dire d'une irrigation du territoire avec les microfolies. Mais ça, c'est un exemple. C'est magnifique, mais c'est encore trop peu. Et donc, je pense que nous avons encore beaucoup d'efforts à produire. Et il faut vraiment considérer que c'est un axe majeur de l'action qu'on doit mener à la tête d'un musée. Et quand je dis... et donc, ça veut dire faire des programmations... le prochain événement qu'on aura, ça s'appelle Open Museum en bon français. Ça sera la 8e édition. On invite des personnalités complètement étrangères au musée et on leur demande de dialoguer avec les collections. Le prochain va être consacré à des concepts artistes de jeux vidéo. Ça sera la première fois qu'un musée des Beaux-Arts accueille des gens qui travaillent à la conception artistique des jeux vidéo. Alors, je vous rassure, on ne fait pas que des Open Museum et que des jeux vidéo. Mais, et voilà. Et ça, on sait, on est monté à certains de ces Open Museum jusqu'à 70, 80, voire le week-end, 90% de primo-visiteurs. Voilà. Ce qui fait sur une moyenne, sur une année, 50%. Mais ça, c'est parce qu'on pousse le curseur très loin, comme le fait Didier dans les manifestations Lit 3000, dans les microfolies. C'est que, voilà. Mais on n'est pas si nombreux que ça à le faire. Et ça reste, malgré tout, encore un effort, je trouve, trop limité et pas assez généralisé. Alors,
l'immersif, souvent, il y a des œuvres immersives il y en avait pas mal dans la forêt. L'immersif, c'est quelque chose, tous les deux, auquel vous faites appel. Vous, Pierre, je voulais vous poser la question, quelle a été votre première confrontation, soit des expositions immersives, soit des œuvres immersives? Alors, c'est marrant parce qu'on parlait tout à l'heure de Sevran, justement. J'ai eu une expérience à Sevran lors d'un tournage. Parce qu'il y a un point, je pense, qui est important à amener, c'est la distinction entre la culture et l'art. Il y a des porosités entre les deux. Mais moi, en tant qu'artiste, je m'intéresse plus à l'art qu'à la culture. Après, en tant qu'humain, la culture, elle me traverse et puis j'y participe. Et puis, il y a la notion aussi de codification, de codes qui sont bien propres parfois à l'art et à certaines formes d'art et à certaines formes de culture et de sous-culture. Et à Sevran, en fait, j'ai tourné c'était une vidéo d'art, mais qui était sous la forme d'un clip de rap, parce que Sevran, c'est une ville qui est connue aussi pour le rappeur Caris, notamment, qui a été connu aussi pour ses performances immersives dans des aéroports. Et en fait, quand je suis arrivé pour ce tournage, c'était pas du tout organisé. C'était un tournage au drone, on n'avait pas les autorisations, tout ça. Et d'un coup, on a eu 60 personnes, parce qu'il y avait le code du clip de rap. Ils avaient l'habitude de tourner des clips de rap là-bas. On arrivait avec un droniste, on tournait avec mon acteur principal était un rappeur là-bas, moyennement connu, et on s'est retrouvé à 60 d'un coup. Et donc du coup, il y a eu une sorte de puissance comme ça, d'un coup de rassemblement autour d'un code qui était maîtrisé collectivement en fait dans cet endroit à cet instant T. Et donc en fait, j'ai l'impression que sur le plan culturel, il y a cette question en fait de la fréquentation des lieux, mais il y a la question de quel code on partage. C'est-à-dire qu'on parlait de tableaux phares comme la Joconde, ça devient des mèmes presque en fait. Ça devient des sortes de symboles, ça devient des mythes. Et les gens veulent des mythologies, et les mythologies avec Internet, elles vont très très vite. Du coup, les institutions ont toujours un temps de retard sur Internet, forcément. Avant Internet, la culture pouvait être en équation parfaite. Mais là, maintenant, donc voilà. Et c'est ce point de tension, à mon avis, qui est intéressant entre l'art et la culture. Et vous, votre première expérience, alors, qu'est-ce qui vous a amené, vous, à la création d'œuvres immersives? Alors moi, c'est des expériences d'abord. C'est-à-dire que avant chaque projet, ça part de rencontres avec des gens, souvent des scientifiques. Là, c'était par exemple avec des rappeurs dans ce cas précis, mais souvent avec des scientifiques ou des technologistes, comme on dit. Et en fait, j'aime bien expérimenter les choses. Je me rappelle, c'était un défunt prof de technique de la peinture aux Beaux-Arts, justement, qui nous disait « mais c'est quoi le but dans la vie ?» On était tous comme ça autour de la table, et puis il nous disait c'est d'apprendre. Et c'est quoi le seul moyen d'apprendre toute sa vie? Il disait c'est d'être artiste. Et donc en fait, je me sens assez proche de ça, parce qu'à chaque fois que je fais une expérience, un tournage ou même une exposition, c'est toujours aussi une excuse d'esthétique relationnelle pour faire se rencontrer des individus qui ne se rencontreraient pas et vivre des expériences qui n'existaient pas, notamment à travers l'anticipation. Voilà. C'est quoi une œuvre immersive réussie pour vous? En fait, l'immersion, je dirais qu'une œuvre immersive, c'est une œuvre intrusive. C'est une œuvre où on contrôle l'espace et le temps. C'est-à-dire que sur une peinture, le spectateur est libre, en fait, de la regarder, de passer le temps qu'il veut. Dans un film, dans une salle de cinéma, on va être contraint, encadré par une temporalité, on est assis, notre corps même est soumis à une sorte de rituel. Et donc je dirais qu'une œuvre immersive réussie, c'est une œuvre intrusive, en fait. C'est une œuvre intrusive qui ne laisse pas le choix à la personne sur la manière dont elle doit percevoir ou vivre l'expérience. Ce qui pose aussi un problème, d'une certaine manière. Mais voilà. Et Didier, vous souscrivez à ça? Parce que vous, des œuvres immersives, vous en avez présenté plusieurs aussi à la Villette, avec TeamLab, avec... Oui, parce qu'on aime bien déjà. C'est vrai que TeamLab, c'était quand même l'expérience ultime. Hein. Là, TeamLab, c'était quand même aussi beaucoup d'ingénieurs. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que l'image vidéo faisait 15 mètres de haut, et donc il y avait 7 vidéoprojecteurs, parce qu'il n'y avait pas un vidéoprojecteur qui faisait une image de 15 mètres. En fait, il y avait 7 pour avoir la même couleur du bas en haut, aucune distorsion. Donc c'était un délire quand même, avec, par exemple, les enfants dessinaient un oiseau ou un alligator, ça passait sur un scanner, et l'alligator, il se retrouvait, il dessinait ce qu'il voulait. Et il se mettait à vivre sur le sol et il s'en allait.
Et l'enfant suivait ce petit animal qui était un dessin. Là, enfin, on était vraiment dans une technologie vraiment importante. Après, les œuvres immersives, enfin les expos immersives, il n'y a pas que la technologie de la vidéo. Popper a été déclaré comme une exposition immersive, mais il n'y avait pas une image vidéo. Hein, mais on était dans un univers de gonflable. On a un univers totalement colorés, où même les parfums étaient des parfums de ballons qui étaient alors, des ballons totalement écolo, bio, faits à base de pulpe de betterave. Hein, bon, à chaque fois, on me dit ah oui, mais le plastique. Non, là, c'était vraiment des trucs incroyables. Mais justement, il y avait un parfum. Enfin, et il y avait beaucoup d'artistes aussi. Il y avait Zoli, il y avait Plastique Fantastique, on avait Grozinski, quel tout rôle ça. a le spectateur? Parce que ce sont des œuvres aussi. Oui, mais alors comment est-ce que ça transforme le rôle du spectateur? Ce sont d'autres codes, en fait. Oui. Pierre, pour vous, comment ça le... En fait, ça dépend à quel point c'est immersif. Par exemple, si je donne un exemple sur mon dernier projet, je donne de la drogue à des gens, donc de la drogue homéopathique. On a fait de l'homéopathie à partir de psychotropes puissants, mais du coup, ça implique des mécanismes de croyance, mais le spectateur l'est impliqué jusqu'à consommer quelque chose et potentiellement un état de conscience modifié, en fait. Donc là, c'est immersif au point d'être intrusif, en fait, voilà, au sens premier du terme. Et donc ça peut prendre tous les. Dans le cas de TeamLab, il y a un côté gigantesque et qui est très impressionnant. Voilà, il y a le côté un peu de l'effet waouh, comme on dit. Enfin, on prend une sorte de claque visuelle. Alors je l'ai pas vécu en vrai, mais même en remote, c'est très impressionnant. Maintenant, ouais, moi j'aime bien quand c'est transversal et que ça intègre différents degrés de l'expérience humaine, en fait. Ça peut être dans le digital, ça peut être dans les interactions sociales, ça peut être dans la biologie. Voilà, c'est une œuvre immersive totale et complète, en fait. Bruno, et Jacqueline, est-ce que le recours à la technologie la plus en pointe est nécessaire aujourd'hui pour s'adresser aux générations de ce qu'on appelle les digital natives? La réponse est non. En général, j'ai la manie de dire l'inverse de ce qu'on attend que je dise, puisqu'en fait, on a beaucoup expérimenté à Lille et on ira encore plus loin d'ailleurs, la question de l'immersion et du numérique et du rôle du numérique dans les expositions. Mais je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques jours, je suis allé voir le nouvel aménagement du musée de Cluny. Je suis rentré dans la salle de tapisserie de la Dame à la licorne et je me suis dit, waouh, en matière d'immersif, c'était quand même déjà très très fort. Donc voilà, l'immersif, comme l'a dit Didier, c'est pas nécessairement le numérique. Donc pour moi, la technologie n'est qu'un moyen. C'est qu'un moyen parmi d'autres. Et le problème des expositions, pour moi, c'est pas qu'elles soient immersives, traditionnelles, digitales, avec le néologisme entre le physique, des œuvres réelles et du numérique. C'est plutôt, n'y a-t-il pas trop d'expositions? Il ne faut pas mieux les faire avec plus de médiation? Est-ce que l'histoire de l'art, est-ce que les artistes ont fait des œuvres pour qu'elles ne soient commentées que par les historiens de l'art? Sûrement pas. Donc de trouver d'autres formes de médiation. Si je fais une exposition, il faut que je parle à tous les publics. Donc voilà. Donc c'est pour moi le problème, c'est que le numérique est un outil parmi d'autres. Il se trouve qu'il est fascinant, il aide beaucoup, mais pour moi, il doit avoir une valeur ajoutée par rapport à l'œuvre originale. C'est-à-dire que si c'est pour singer l'œuvre originale, ça n'a aucun intérêt. Donc quand on utilise du numérique, moi c'est ce que j'appelle le numérique raisonné. C'est-à-dire qu'il a toujours il va m'apporter quelque chose que l'œuvre originale, qui est aussi dans le musée et dans l'exposition, ne pourra pas m'apporter. Voilà. Donc c'est ça. Voilà. Et donc, pour répondre à la question, la technologie, est-ce que c'est la panacée? Non. Jacqueline, vous voulez ajouter quelque chose? Je suis complètement d'accord avec lui. Mais le numérique ne touche pas non simplement la production d'expositions. En fait, le numérique infuse complètement le musée, le monde des musées et des expositions, et a transformé considérablement l'écosystème même des métiers du musée, que ce soit au niveau de la gestion, du marketing, de la régie des œuvres, de la conservation et de la médiation. Il y a quand même tout un tas de dispositifs de médiation numérique qui ont éclos, et on a vu notamment
cette éclosion renforcée pendant toute la période de fermeture des musées pendant la pandémie. Donc, c'est-à-dire que c'est une donnée maintenant, le numérique, mais c'est pas simplement au niveau des œuvres. Je voudrais quand même revenir sur un micro-point par rapport à ce que vous avez dit, Monsieur Fuselier, tout à l'heure, Mathieu, sur là où quand même on peut repérer qu'il y a des choses qui se passent du côté d'un goût peut-être pour les musées, mais qui est dû aussi à l'effet d'entraînement d'un certain nombre d'institutions en France, et pas nécessairement les plus grandes institutions, pour donner envie aux gens de fréquenter les lieux muséaux. D'abord, je voudrais dire que quand on pense à musée, on n'est pas obligé de penser qu'à musée d'art. Je veux dire, c'est quand même... et ça, c'est un biais majeur dans les études de public, c'est-à-dire que spontanément, les gens, ils associent musée à la dimension d'art, et on laisse de côté la culture scientifique, on laisse de côté les musées d'histoire, les musées de société, même les musées d'art décoratif. Enfin, je veux dire, c'est ça aussi qu'il faut qu'on ait en tête. Il y a quand même aussi... quelques leviers qui marchent pas si mal que ça. Vous disiez, finalement, vous tombez à Sevran-Beaudotte dans un lieu où les enfants où la majorité des scolaires ne se sont jamais rendus dans un musée. En réalité, c'est quand même 6 millions de visites scolaires par an, quand même, hein, dans les musées. C'est pas rien, c'est l'action culturelle finalement majeure, hein, faire se déplacer. Il y a quelque chose qui marche quand même pas mal, et on le voit là, ne serait-ce que sur la part des 18-25 ans dans les établissements, c'est les politiques tarifaires, et notamment la gratuité. Ça fait du levier aussi. Et puis il y a un truc qui marchait très bien, c'était du côté du 3e et du 4e âge, des loisirs culturels tournés vers la découverte de lieux patrimoniaux en groupe organisé. Et ça aussi, ça fait un peu de démocratisation des pratiques. Donc, je dis pas qu'on est complètement... On peut reprendre le chiffre complètement à l'envers et de se dire 6 sur 10, finalement, n'y ont pas mis les pieds depuis un an, ce qui ne veut pas dire depuis toute leur vie, parce qu'en réalité, on est quand même à 85% de nos concitoyens qui ont mis les pieds au moins une fois dans leur vie dans un musée. Didier ? Donc mais c'est pas plus intéressant que ça ce que je raconte. Non. Ceci étant, il faut évidemment continuer à faire des choses, et c'était quand même le sens aussi de la mission musée du XXIe siècle, d'essayer d'éclairer un certain nombre de pistes pour faire venir les gens davantage et pour leur donner le goût des musées et des expositions. Mais pourquoi est-ce qu'on a l'impression, vous à Lille, il y a aussi le musée des Confluences à Lyon, le MUSEM à Marseille, je crois que je n'en oublie pas, mais Lens, le Louvre-Lens, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que ce qui s'invente et que se passe dans les territoires et que Paris reste assez hermétique, ou alors met beaucoup plus de temps, les grands musées parisiens mettent beaucoup plus de temps à se décider, quand ils le font, c'est pas toujours une réussite, j'ai cru comprendre avec le Grand Palais immersif par exemple, mais comment ça se fait que ça met autant de temps à... Tout s'invente en région en fait? En tout cas, tout ce qui est de l'accueil du public. Je suis heureux de l'entendre dire. Nous, on le dit toujours. Mais j'ai tendance à le penser en réalité. Alors sur l'explication, à vrai dire, je ne sais pas. Sinon que, quand même... D'abord, nous n'avons pas les mêmes impératifs, je dirais, budgétaires et de fréquentation. Le modèle, et on a tendance à confondre les musées avec les 4 grands établissements parisiens. Donc en réalité, c'est extrêmement visible, mais c'est une toute petite partie visible de l'iceberg. Et qu'ils sont soumis à une pression telle d'équilibre budgétaire, puisqu'avec une part d'autofinancement de plus en plus grande, qu'ils ne font pas des choix, je dirais, risqués en matière de muséographie, en matière d'événements. Il y a aussi, je suis obligé de le dire parce que j'ai rencontré tellement de difficultés dans ma carrière, une forme de conservatisme. Si vous voulez, quand je lance l'Open Museum il y a 8 ans, tout le monde se moque de moi. Je vous passerai sur les réseaux sociaux les commentaires des conservateurs des grands musées parisiens. Quand on fait Interduc, on fait Donald dans le musée. Quand on invite Zepp, voilà. C'est ça. Si vous voulez démocratiser, parce que là, on a parlé des chiffres, mais on n'a pas affiné. On n'a pas dit
Mais finalement, ces gens qui viennent quand même dans le musée, qui sont-ils? Voilà. Sûrement pas, Didier disait, Sevran, ils ne sont jamais mis les pieds au Louvre. Moi, j'ai fait ça 50 fois à l'École des Beaux-Arts à Paris. On recevait des établissements de Seine-et-Marne. C'est pas qu'ils n'étaient jamais venus dans un musée. En général, 80% n'étaient jamais venus à Paris. Donc c'est pas dans un musée. Donc voilà. Donc en fait, il y a aussi une part. On est quand même toujours sur les mêmes qui viennent au musée. Et donc il y a cette nécessité. Et donc je pense que les grands établissements parisiens, d'abord, sont assis sur une rente jusqu'à la crise sanitaire. Enfin, oui. Je pourrais même dire que leurs difficultés sont nées à partir de 2015 et les attentats terroristes, où il n'y a plus, depuis 2015, une seule année d'exploitation à peu près normale. Voilà. Et donc, ils ont perdu beaucoup de... Voilà, mais ils n'avaient absolument pas anticipé cette situation qui est de fidéliser un public francilien, par exemple, parisien, parce que ça, si vous... alors c'est ce que c'est aujourd'hui à faire les grands présidents, Laurent Zéca en tête pour le Louvre, c'est de remettre les Parisiens et les Franciliens au musée. Mais pour ça suppose qu'on leur propose des choses, qu'il y ait un confort de visite, qu'il n'y ait pas qu'une seule entrée où on est sûr de faire 2 heures de file d'attente. Voilà. Or ça, nous, en région, on le travaille depuis des dizaines d'années. Notre public, il faut aller le chercher. Il n'est pas captif, ce n'est pas un touriste primo-visiteur qui viendra une fois dans sa vie et que, quelle que soit la qualité de la visite du musée, on s'en fout puisqu'il ne reviendra pas. Nous, on essaie de les fidéliser, on essaie de les faire revenir et on essaie de les occuper tout au long de l'année. On fait moins de grandes expositions. En revanche, on a une programmation au fil de l'année de micro-événements qui font qu'aujourd'hui, le musée est identifié comme un lieu de vie pour les jeunes. Voilà, qui viennent régulièrement parce qu'ils savent qu'il se passe quelque chose à peu près tout le temps. Voilà. Et ça, nous avons cette liberté parce que nous n'avons pas les mêmes impératifs. Il se trouve que moi, j'ai la chance d'avoir une mère, Martine Aubry, parfaitement convaincue par l'essentialité de la culture, c'est-à-dire comme un ciment social, et que donc, je dirais Adigné comme un moins pour l'I3 Mines, nous laisse en général carte blanche. Donc, et là, vous avez... et donc, il n'y a pas d'impératif nécessairement de fréquentation, même si nous, on s'en impose en réalité, puisque quand vous menez cette politique, nous, le résultat, c'est que il y a 10 ans, quand j'ai pris le musée, on était à peu près à 220 000 personnes par an. Aujourd'hui, on est à 280, 290, et probablement cette année, on va battre un record au-delà de 300 000. Donc ça ne veut pas dire que parce que vous menez cette politique avec moins de grandes expositions, en revanche, c'est une bienveillance au quotidien du visiteur. Et ça, je pense que les grands établissements publics parisiens l'ont perdu de vue. Voilà, ils étaient assis sur un tas d'or, et aujourd'hui, ce tas d'or est réduit. Bon, ça revient un peu, tant mieux pour eux. Il est probable que si j'avais été à la place des grands présidents, j'aurais fait la même chose. J'aurais vécu dans le confort d'un public captif. Voilà. Mais bon, c'est peut-être une des explications du fait qu'en région, effectivement, on a plus de latitude à innover. Pierre, vous étiez au Centre Pompidou-Metz, là, dans cette exposition de Bruno Latour. Vous, en tant qu'artiste, est-ce que vous le ressentez, ça, l'impression peut-être d'un accueil différent ou d'un rapport différent au public quand vous présentez vos œuvres en région plutôt qu'à Paris ou... Le problème, c'est que sur des expositions comme ça, moi, je suis présent qu'au vernissage. Donc, finalement, je vois des Parisiens, en fait, en règle générale. Mais bon, le Centre Pompidou-Metz, il y a pas mal de fréquentation quand même, puisque c'est aussi proche d'une frontière. Voilà. En fait, c'est intéressant, les expositions comme ça, parce qu'il y a différentes typologies d'expositions. Quand on parle de dispositifs immersifs, on pense souvent aux musées, aux institutions, mais bon, il y a aussi les galeries, il y a aussi des lieux voilà, des performances dans le réel. Dans les musées, il y a cette particularité qu'il y a quand même une médiation et un travail voilà, pour le public, un public assez large. Parce qu'en fait, il y a une question qui se pose, c'est on peut déplorer que le fait que les gens ne viennent pas aux expositions, mais est-ce que c'est une bonne chose? Pourquoi on se bat pour ça? C'est-à-dire que ça pose la question fondamentale de moi, en tant qu'artiste, pour qui je fais de l'art? C'est-à-dire à qui je veux montrer mon travail? C'est-à-dire que, par exemple, les professionnels en général, quand je fais par exemple un film, ils vont le voir sur leur écran d'ordinateur. Pour une biennale, par exemple, dans toutes les biennales, tous les curateurs des biennales ont vu mes films sur des écrans d'ordinateur et pas dans le dispositif immersif tel qu'il est présenté dans le musée. Donc ça pose aussi une question parce que pour le public, pour le grand public, donc ils avaient l'expérience totale, complète, mais moi j'ai pas répondu à cette question. Pour qui on fait de l'art? C'est-à-dire, il y a plusieurs endroits, destinations. Là, il y a Paris Plus qui commence, je sais pas, demain. Là, c'est encore d'autres paradigmes, le paradigme du marché. Voilà, c'est un peu pluriel et
Moi, j'ai pas répondu à cette question. Est-ce que c'est nécessaire qu'il y ait plus de gens dans les musées? Je suis pas sûr. Didier, c'est nécessaire? Deux. Non, mais je crois. Non, mais moi, ce qui me surprend, c'est quand on arrive dans des grandes expos comme ça aujourd'hui, d'immersion dans les images, parce qu'on en voit beaucoup. Oui. Le public n'est plus surpris. Parce que moi, il n'y a pas si longtemps, parce que ça date pas de si longtemps, ça date de 7-8 ans. Début des années 2010. Ouais, 7-8 ans encore. 2010-2013. Les gens faisaient waouh, enfin, ils avaient zéro repère. Non, mais vraiment, hein, c'était un autre monde. Même aujourd'hui, quand on met des casques réalité virtuelle, on a encore légèrement ça, mais les premières personnes qui mettaient ça, c'était. On était sur le tabouret, là, il faisait des grands tours. Enfin, non, mais c'était franchement. Je me souviens à Londres de l'expérience de Björk. Tu as peut-être vu un truc de fou. Enfin, c'était extraordinaire, mais on passait mais vraiment, il y avait des gens qui équipaient le public parce qu'on ne savait pas du tout se servir de ça. Donc, je vois que ça va beaucoup plus vite aujourd'hui. Bon, évidemment, les enfants, mais tout le monde, enfin, dès qu'on met... C'est pour ça que l'atelier des Lumières a beaucoup de succès, c'est relativement simple. Et on s'est habitué déjà à ça. Alors, j'attends de voir la prochaine révolution. Il y a une exposition qui vient d'ouvrir au Centre Pompidou, que je vous recommande vraiment. C'est celle de Patti Smith et du collectif Sandwalk. Parce que là, on est dans l'immersion par le son, en fait. C'est-à-dire que... Alors, c'est très drôle, parce que le mieux, c'est de rentrer d'abord sans casque, parce qu'on a raté le fait qu'il fallait mettre un casque. D'abord, on comprend strictement rien, parce qu'on se dit, tiens, ça veut dire quoi? Puis après, on se dit, ah oui, tiens, j'ai oublié de prendre le casque. Donc, on va mettre le casque, et là, on rentre dans en fait, une distorsion totale de 4 albums de Patti Smith qui ont été... on n'a que des bribes, et puis à certaines stations, en fait, il y en a 4, on a tout à coup... tous les éléments, mais comme une tranche napolitaine. Hein. Enfin, moi, j'avais jamais vu un truc pareil. C'est-à-dire que ça arrive comme ça, tac, 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 et dans les oreilles, vous avez tac le morceau, mais composé de toutes les strates, toutes les plaques tectoniques qui ont, sur 4 ans ou 5 ans, amené à la création de ces morceaux. Et on se balade dans des images où il n'y a aucune narration. C'est-à-dire, on les prend dans n'importe quel sens. Enfin, il n'y a aucun sens. Donc, on voit des images magnifiques comme ça qui se baladent. Et c'est un grand espace. Où on peut rester le temps qu'on veut, mais les gens restent longtemps. Et je pense que là aussi, et là, moi-même, j'ai été... Bon, en plus, je connais les deux, etc., mais je me suis fait avoir. Je n'avais pas compris qu'à un moment donné, on donnait à entendre l'œuvre complète. Parce que personne ne le dit. Et donc là, ça marche parce qu'il n'y a pas de médiation. Parce que si quelqu'un me l'avait dit avant, m'avait dit, tu vas voir, si tu te mets là... Non, il a fallu que je me le chope, le truc, parce que sinon, ça aurait été raté, en fait. Enfin, ça aurait été même triste qu'on me l'ait dit. Donc, alors, du coup, il y a plein de gens qui passent à côté, parce que surtout en ce moment où les gens ont 3 minutes pour voir une expo, ils passent à côté. Et je trouve que, moi, en tout cas, ça m'intéresse de voir comment tout ça va évoluer, comment on va se faire avoir nous-mêmes, comment on va décrypter ça, comment on va peut-être un jour se passer, parce qu'aujourd'hui, on ne parle que de médiation, qui me semble essentielle, mais peut-être que c'est le contraire qu'il faut faire, en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument plus de médiation du tout. Il faut laisser le public, même les plus jeunes, devant l'œuvre brute. Enfin, se la prendre. Parce qu'aujourd'hui, ils sont dans une sorte d'immédiateté d'image par WhatsApp, enfin, par tout ce qui défile. Et après, seulement récupérer sans médiation. Et pas la mettre avant. Enfin, je crois qu'il y a peut-être quand même à réfléchir globalement par ce biais-là à autre chose. Mais est-ce que le spectaculaire... Excusez-moi, mais on est assez ancien dans la conception de l'appropriation de l'art. Je trouve que c'est même super vieux. C'est-à-dire que ça n'a pas changé depuis les années 70. C'est toujours les mêmes trucs, les lycées, les collèges, les machins. Mais sincèrement, moi, je ne suis pas du tout certain que ça marche, ça. J'aimerais juste rebondir sur un truc, parce que c'est très intéressant. Ce qu'a décrit Didier, là, c'est une expérience en fait, mystique, dans une connaissance des choses par l'expérience. C'est la définition de la mystique. Et c'est, je crois, enfin, moi, en tant qu'artiste, que j'aimerais que tout le monde vive dans une exposition. Et en effet, les gens ont 3 minutes d'attention. Si on parle en plus du milieu professionnel, en plus du marché, alors là, on rentre dans d'autres paradigmes. Et donc, en effet, c'est ça la question. C'est la rétention de l'attention aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on fait un dispositif immersif, c'est peut-être une réponse à ça pour dire, OK, vous voulez pas nous donner votre attention, on va vous obliger. On va vous la prendre. Voilà. Pour concurrencer, entre guillemets, les autres types de consommation d'images et les flux d'images que les gens prennent au quotidien. Mais c'est le point central, quoi,
l'expérience de l'œuvre. En fait. Jacqueline, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais dire que j'étais en total désaccord avec M. Muselier, mais c'est pas grave. Je trouve que, au contraire, vous êtes sur une position, on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. Ah, mais bien sûr, vous avez le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. Vous êtes dans une posture très fin des années 50, finalement, sur le choc esthétique. Eh ben oui, oui, c'était des bonnes années. J'avais en tête quand même qu'est-ce qu'il voulait faire, Malraux, déménager le Louvre à la Défense. Mais c'est rien, hein, on dit ça comme ça. Je dis rien. Non, la question de l'accompagnement du visiteur est quand même quelque chose qui est, au contraire, qui a permis qu'il y ait un élargissement qui est peut-être pas considérable, mais quand même un élargissement de la fréquentation et une diversification de la fréquentation. Là où je pourrais vous rejoindre, et c'est une des idées qu'on a avancées aussi dans la mission, c'est qu'on est peut-être à un tournant. Voilà, on est peut-être à un tournant sur la philosophie de la médiation, et on est peut-être au passage à la post-médiation. Il faut réinventer probablement quelque chose dans la manière de parler des œuvres ou de parler de culture en fait avec les visiteurs. C'est pour ça que je reprends volontiers ce terme, cette expression de Serge Chaumier, professeur à l'université d'Artois, qui dit qu'on est passé en 50 ans, en gros, du musée conservationnel au musée conversationnel. Et c'est ce musée conversationnel qu'il faut essayer d'inventer et de repenser une médiation qui ne ressemble pas simplement à une transmission verticale, mais qui donne aussi la parole oui, la parole, vraiment, qui permet la prise de parole par les visiteurs. Il y a une autre impasse que vous faites quand même sur pourquoi ça marche finalement, les expositions immersives, c'est que ça joue sur l'émotion. Et qu'en fait, traditionnellement dans les musées, on est plutôt sur du cognitif et du réflexif. Et on est moins sur de l'émotion. Ce qui fait dire à Marie-Josée Monzin, voilà. La philosophe Marie-Josée Monzin, je voulais vous faire réagir là-dessus, les expositions immersives sont un naufrage pour la pensée. C'est peut-être un peu... Pas nécessairement. Hein. Ouais. Mais est-ce qu'on n'a pas... C'est ça, dans le micro, Jacqueline. Dans le micro. Finalement, l'émotion, c'est aussi un dispositif inclusif, donc qui fait rentrer dans les œuvres. C'est ça qui pouvait manquer. Mais est-ce que vous n'avez pas peur, je pose la question aux uns et aux autres, que justement, à travers ces expositions immersives, une fois surtout pour un public qui n'est encore jamais allé au musée, n'a pas vu les œuvres en vrai, qui ne soit pas finalement déçu de voir, comme vous disiez, la Joconde, elle est finalement toute petite, et de se contenter je me fais l'avocat du diable, et donc de se contenter de ces expositions immersives et que finalement le contact avec l'œuvre ne se fasse pas directement. Enfin, le contact direct avec l'œuvre, ça devienne quelque chose d'ennuyeux. Je suis un homme anti-système, ce qui fait que je ne pense qu'il n'y a la solution n'est ni le tout immersif, mais que quand on fait de l'immersif, en revanche, il faut que ce soit totalement expérientiel, et je rejoins Pierre dans cette idée, c'est qu'à ce moment-là, la médiation peut disparaître, et on doit être dans l'intuition totale, et il n'y a plus d'interaction, et le visiteur subit. Voilà. Mais l'exposition immersive totale n'est pas la seule solution. Et donc, il faut qu'il y ait de l'émotion, et c'est là le grand écueil, à mon avis, de la plupart de nos expositions, que je vais qualifier de traditionnelles, c'est qu'une exposition, c'est un parti pris, ça se fait avec ses tripes, même quand on fait une monographie, je ne sais pas, de Velázquez ou de... On doit donner une part de soi-même et on doit provoquer de l'émotion et on doit faire comprendre pour qui l'artiste travaillait, pas seulement, je l'ai dit tout à l'heure, pour les historiens de l'art. Voilà. Et donc à chaque situation, il faut s'adapter. Il n'y a pas une seule solution. Il n'y a pas le tout immersif d'un côté qui va se substituer aux œuvres. Non, il y a une expérience irremplaçable de la confrontation avec l'œuvre originale. Et je termine en disant, on a essayé de faire ça parce qu'il y a le tout immersif façon Atelier des Lumières. Voilà. Très spectaculaire, mais sans contenu. Et puis, nous travaillons, nous, sur des formules hybrides qui sont ce que j'appelais, avec ce affreux barbarisme de figital,
Expérience Goya, donc l'avant-dernière exposition, était le mélange du numérique immersif et des œuvres originales. Et la question que vous posiez, Yasmine, sur mais après, quand on voit du numérique, a fortiori quand c'est dans la même exposition que vous avez à la fois des œuvres originales et du numérique immersif, c'est comment ne pas être déçu par l'œuvre originale, au final. La force de l'écran ou de la projection, oui. Ça se travaille. Ça se travaille. Il y a et c'est là où il faut que, pour moi, le futur des expositions, ça va être des formes de dramaturgie. On raconte quelque chose, il y a un récit. Et quand on fait cohabiter le digital et les œuvres physiques, eh bien, il faut le travailler. Je ne sais pas si certains de vous ont vu cette exposition. Notre première inquiétude, c'était... D'abord, on avait choisi un récit où on ne découvrirait les deux chefs-d'œuvre, donc les jeunes et les vieilles de Goya, qu'à la fin, même si vous ne les connaissiez pas. Voilà. Mais vous aviez vu avant ça d'autres œuvres de Goya qui permettaient de contextualiser, d'expliquer, et puis vous passiez tout d'un coup dans un espace totalement immersif, reconstitution de la Maison du Sourd, dans laquelle il a peint ses peintures noires, puis vous repassiez par des œuvres. Et on s'est dit, mais à la fin, il y avait aussi des écrans géants de cinéma, le cinéma étant placé au même rang que les autres arts, et à la fin, vous tombiez sur les deux œuvres. Mais on s'est dit, mais après tout ce qu'on leur a fait, tout ce qu'on leur a montré, le grand Barnum qu'on a déployé, les œuvres vont être plates, c'est-à-dire ça a beau être Goya, voilà. Et donc on a travaillé sur la scénographie de ces œuvres. On les a décadrées. Donc maintenant je m'amuse parce que je vois que maintenant la mode c'est de décadrer les œuvres quand on les présente. On les a décadrées, on a apporté un soin extrême à l'éclairage. Et en fait, les œuvres n'ont pas démérité par rapport à la présence de l'écran. Les gens avaient été abreuvés, on peut dire, d'écran et à la fin, plus rien, plus de médiation. Les deux œuvres, dans le noir, parfaitement éclairées, sans cadre, à hauteur, et accrochées beaucoup plus bas que d'habitude. Voilà. Et finalement, personne ne nous a reproché d'avoir à la fois du numérique immersif et d'avoir des œuvres originales. Personne n'a regretté ou n'a trouvé les œuvres plates à la fin parce qu'on avait fait cet effort. Donc je pense que c'est possible. Je pense même que dans une même expo, ça peut cohabiter. Mais il n'y a pas de système, il n'y a pas une expo miracle qui sera l'expo classique qu'avec des œuvres sans cartel et aucune médiation. Ça existera encore. Il n'y a pas le tout immersif qui va remplacer les œuvres. Voilà, je pense que c'est affaire de sensibilité. Et dans tous les cas, il faut raconter une histoire. Il faut provoquer des émotions. Il faut donner la parole à d'autres que les historiens de l'art. Bon, je suis moi-même historien d'art et conservateur, donc j'ai l'impression de cracher dans la soupe en permanence. Donc mes conservateurs m'en veulent à mort. Mais c'est juste de leur dire, hybridez votre pensée. Il y a des savants, il y a des scientifiques, il y a des entomologistes, il y a des gens qui peuvent vous faire lire les œuvres d'une autre façon. Voilà. Et si on a cette ouverture d'esprit dans la médiation, dans l'accompagnement aux œuvres, alors on va gagner des publics nouveaux. Alors toutes les formes d'exposition pourront cohabiter. Didier, vous avez des retours par rapport aux microfolies, de savoir après si justement ça aide les gens à aller au musée ensuite, et est-ce qu'il y a une étude qui a été, c'est un peu récent, parce que les premières microfolies datent de 2017, la première, celle de Sevran. Une étude est en train d'être menée par le ministère, effectivement, parce que là, il y a une sorte d'emballement complet, parce qu'on a signé 504 villes nouvelles, ouais. On va arriver à 700 à la fin de l'année prochaine, donc on est confronté à un phénomène de croissance quand même important. Mais enfin, c'est ce qu'on voulait aussi, c'est être complètement débordé, donc on y est, quoi, là. Et on voit que ça marche parce que les villes s'approprient les choses. Et ce qui a contribué à améliorer beaucoup, c'est la création de collections régionales, donc des chefs-d'œuvre qu'on a à 15 km de chez soi. Et ça, c'est vraiment important, notamment en Occitanie. Par exemple, aussi la collection des Hauts-de-France. Il y a le musée des papillons, par exemple, à Saint-Quentin, dans l'Aisne, qui est un musée que personne ne connaît, qui est exceptionnel, avec des collections de papillons, une des plus belles d'Europe. Eh bien, tous les enfants, mais quelle que soit la ville, dans les 370 villes, les petits, les dernières années de maternelle, première année de CP, tous les enfants veulent voir les papillons. Ils arrivent en demandant à voir les papillons. Et parce que ça les fascine, parce qu'effectivement, on les a mis tellement en lumière, on peut zoomer sur leurs dessins. Et la fréquentation du musée a beaucoup augmenté, ce musée. Un musée de Savoie qui faisait 275 entrées à côté de Faverges est arrivé aujourd'hui à quelque chose comme 6 ou 7 000 en une année, parce qu'on a découvert dans la microfolie
des choses qui attirent. Alors, il y a des cloches de vaches, enfin, des trucs dingues, hein, mais des moules à beurre, enfin, des trucs qu'on n'arrive pas à voir. Sauf que derrière, il y a une sorte de mystère. C'est-à-dire, on a envie de le voir, effectivement. Et même moi, j'y crois totalement, qu'on ait envie de voir à quoi ressemble le tableau qui est là depuis 4-5 siècles, voire plus. Je crois que c'est... il faut, encore une fois, ça n'est pas pour remplacer l'œuvre, c'est vraiment un moyen de donner envie. En fait. Et moi, je crois que beaucoup au flash, au fait de... Par exemple, là, il y a un truc que j'ai vu récemment au Rijksmuseum à Amsterdam, les médiations. Alors ça, j'avais encore jamais vu ça. Ils sont en train de le faire en Mauritshuis aussi à La Haye. En fait, il y a des gars ou des filles, petit costard gris, t-shirt, enfin, l'hollandaise, quoi, détendu, et qui vont voir les gens, disons, devant la ronde de nuit, etc. Mais vous connaissez le secret du tableau. Alors, ils le font en anglais. Il y en a multilingues, mais ils sont assez nombreux. C'est-à-dire qu'ils vont directement voir le public, ils n'attendent pas un petit groupe, ils disent, vous connaissez le truc, parce que là, c'est la première fois qu'on voit un groupe en mouvement comme ça, avec la lumière. Et tac, ils finissent pas leur phrase. Ils passent ailleurs, ils redisent un autre truc. Et donc là, on est interpellé, on se dit, tiens, j'avais pas vu le truc. Le type, il est déjà parti. Et il vous dit... venez voir là-bas de l'autre côté, il vous emmène voir un Vermeer, et là, on est dans une sorte de maelstrom, de trucs, de bribes, mais qui donne à voir... et moi, je me suis dit que c'était vraiment fort, ça. Je me suis fait prendre dans une sorte d'énergie qui est dans cette immense salle des grands chefs-d'œuvre du Rijksmuseum qui a été refait entièrement. Et c'est très intéressant aussi, même l'entrée. On parlait de la porte. Dire qu'en fait... On est dans le... Enfin, quand vous voyez le Rijksmuseum, c'est une sorte d'énorme château fort, là. On rentre sous le... Je me disais, au Louvre, si on faisait ça, ça pourrait être marrant quand même. On rentre sous le portique, et là, il y a c'est le même système, en fait. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 personnes qui sont là, qui vérifient votre ticket pour éviter que vous fassiez la queue pour à la fin, ah bah oui, c'était pas le bon truc. En plus, tout est digital maintenant, c'est-à-dire on achète tous le truc sur son téléphone, même le téléphone de quelqu'un d'autre. Donc on arrive, il y a quelqu'un qui dit, et puis qui vous emmène, et qui dit, ok, c'est bon, allez, vas-y. Enfin, comme si c'était un copain, quoi. Enfin, c'est pas le garde qui vous fouille 20 fois. Là, c'est vraiment, allez, vas-y. Et une fois qu'on rentre dedans, mais alors, il n'y a plus personne qui vous demande quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on n'est plus contrôlé à aucune salle. Mais ça m'a franchement fait un choc. Bon, déjà, on n'est pas fouillé à Amsterdam. On revient à une sorte d'époque bénie, où on n'a pas vidé toutes les poches de ses clés. Enfin, là, tout à l'heure, c'était un délire encore au Centre Pompidou. À chaque fois, il manque un truc, on retire sa ceinture. Enfin, on se dit, waouh. Et là, mais la liberté totale, et Mauritshuis, pareil. Et je trouve que là, il y a eu un changement que je ne connaissais pas en Hollande, justement pour rendre la visite au musée familière, facile. Et nous, on a encore le système des gardiens. C'est-à-dire, il y a d'abord le plus lourd, enfin, Bruno le sait bien, dans un musée, j'en parle même pas au Centre Pompidou par exemple, ceux qui tiennent tous sont les gardiens. C'est-à-dire qu'on négocie d'abord avec la sécurité, ce qui peut fermer une salle pour des tas de raisons, qui peuvent interdire des trucs. Là, le Festival Move, je crois que là, c'était le summum. Tout était interdit, en fait. Et je crois qu'il faut qu'on arrive à une grosse révolution en France, de rendre simple le fait qu'on puisse rentrer et qu'on puisse aller au Louvre 10 minutes. Voir 2 tableaux et pas se dire oh, pour les enfants mais on ça n'a va pas être cette l'après-midi, culture là, en France écrasant. Non, on monte l'escalator, on se voit 4 tableaux, on repart. Mais les Anglais ont cette culture, mais pas entre midi et 2. Mais nous, on en est à fermer les musées entre midi et 2. Ouais, mais je pense qu'il y a vraiment un truc à jouer en ce moment. Il y a beaucoup de choses à inventer, en fait. On est responsable de ça. On est responsable des œuvres, de la conservation des œuvres, évidemment, pour qu'elles. Mais on doit s'adapter beaucoup plus vite encore que les gens, je trouve. Beaucoup plus vite que la technologie. On doit être devant, en fait. Pierre, je voudrais juste revenir par rapport je voudrais le sentiment de l'artiste. Quand je reviens au musée immersif, les ateliers Lumière, quand une œuvre de Picasso, de n'importe qui, est démultipliée comme ça à l'envie, apparaît auscultée, petit bout par petit bout, ce qu'on peut faire aussi, ce que peuvent faire les enfants à partir de leur tablette, enfin les enfants, les adultes, dans les microfolies, mais quand une œuvre, est-ce que c'est pas la dénaturer? Est-ce que ce n'est pas trahir l'artiste que de montrer une œuvre d'une manière dont il ne l'a pas conçue? Alors ça, je dirais que c'est à chaque artiste de répondre
pour des œuvres en particulier, mais je trouve que ça ouvre une question un peu plus grande. Tout à l'heure, ça m'a évoqué une réflexion, parce que ça intervient pas mal sur la peinture. J'ai l'impression quand même sur une expérience d'une œuvre charnelle, entre guillemets, matérielle, qui est digitalisée. Et moi, ça m'ouvre une réflexion, c'est d'entrevoir les outils numériques qu'on utilise comme des outils, mais de les entrevoir comme un médium artistique en soi, et donc de questionner le médium. Et en quoi des nouvelles technologies aujourd'hui viennent re-questionner notre rapport aux formes, notamment à travers deux prismes. Deux de ces technologies qui, je pense, vont être majeures dans le futur, c'est-à-dire l'intelligence artificielle et la blockchain. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans l'intelligence artificielle, pour qu'elle devienne performante, il faut leur faire manger des datas. Mais le problème, c'est que tout ne peut pas être digitalisé. Il y a un moment où il y a une limite. Moi, c'est ce que j'ai fait dans mon dernier projet, justement, c'est d'essayer de la mettre en échec pour se dire... Qu'est-ce qu'on ne peut pas digitaliser ? Jusqu'où on peut aller ? Parce que sinon, on peut faire disparaître la peinture. Si l'expérience, finalement, est plus intéressante d'un tableau en digital, pourquoi aller la voir en vrai ? Autant la stocker dans des conditions hygrométriques tranquilles. Voilà, limite, la question peut se poser comme ça. Donc, moi, je ne crois pas ça. J'aime beaucoup la peinture et du coup, j'aime bien avoir une expérience matérielle, de voir comment la matière. Mais c'est cette question en filigrane, en fait, de se dire... qu'est-ce qui échappe à la quantification et au fait de devenir une data en fait dans une œuvre. Et donc ça c'est relatif à chaque œuvre et chaque artiste, j'ai l'impression quand même. D'accord. Alors Didier a commencé à esquisser tout à l'heure d'autres manières de vivre sa visite au musée et de médiation. Jacqueline, je me tourne vers vous. Quelles sont les grandes lignes que vous avez dégagées qui ont été dégagées par la mission musée du XXIe siècle que vous avez conduite par rapport à l'accueil, par rapport à la présentation des œuvres, par rapport à... Bruno faisait partie aussi du groupe. On est parti sur trois axes. En premier, qui était de redire un peu, refonder finalement la philosophie d'action du musée. Un deuxième acte, c'était de réfléchir sur la plasticité du musée, justement, et dans ses formes et dans ses fonctions. Et un troisième axe, c'était de réfléchir sur qu'est-ce que c'est que la médiation aujourd'hui et demain. Enfin, un dernier axe visait à tirer les conséquences, finalement, de ce qu'on avait trouvé dans les trois premiers questionnements, tirer les conséquences au plan des métiers, de l'organisation, de la gestion, des organigrammes. Enfin bref, là, ce que j'ai appelé tout à l'heure l'écosystème professionnel du musée. Sur le premier axe, en fait, ça croise, là, pour le coup, je suis d'accord avec vous, ça croise un certain nombre de choses qui ont été dites sur la notion d'hospitalité. En fait, et comment finalement les établissements culturels, et notamment qui présentent de la culture, c'est peut-être tout simplement retour aux sources malrosiennes des maisons de la culture, finalement, comment c'est à la fois des lieux hospitaliers, des services culturels de proximité, donc ça veut dire qu'on est quand même, on peut y rentrer et voir deux œuvres et puis ressortir. Comment c'est aussi des lieux de débat, d'échange, de critique, de création. Donc vraiment cet axe-là sur un lieu du musée qui est une maison commune. Le deuxième axe était autour de l'idée d'un musée sans fin, finalement, qui est une idée, là encore, un peu ancienne, où finalement la visite, elle commence bien avant la visite et elle se termine bien après la visite. Donc qu'est-ce qu'on fait pendant tout ce temps et comment les uns et les autres on circule dans ce continuum et là-dessus, moi je trouve que tout est bon. Donc je suis très contente aussi. Mais ce que vous décrivez, j'ai l'impression que c'est ce que j'ai vu au Palais des Beaux-Arts de Lille. Mais c'est pour ça qu'il était dans le groupe. Nous a beaucoup inspiré. Et donc la troisième idée, c'était comment on passe d'une médiation qui ressemble finalement, qui s'apparente encore à une transmission de type quasi scolaire, à quelque chose qui est plutôt de la discussion autour des questions de culture. Et aussi, et ça c'était quelque chose qu'on n'a pas forcément abordé, c'est comment tout un chacun
participent aussi à la création culturelle. Donc c'est vraiment cette idée d'un public actif, participatif, collaboratif, et avec l'idée aussi en bout de chaîne que les établissements doivent faire l'objet aussi d'un type de gouvernance où il y a aussi les publics qui sont représentés. En gros, c'est ça, pour dire vite. On parlait de gratuité tout à l'heure, vous l'évoquiez. À Paris, on a souvent entendu que la gratuité des collections en fait, bénéficiait toujours aux mêmes, à ceux qui avaient déjà l'habitude d'aller dans les musées les uns et les autres. Ouais. Quelle est votre position là par aussi, rapport à la gratuité ? Tout est bon, en fait. Moi, j'étais encore au CNRS, on m'a demandé d'expertiser l'expérimentation de 6 mois de gratuité dans 14 musées et monuments nationaux. Enquête gigantesque, 10 000 des cohortes. Oui, ceux qui fréquentent, ils en profitent, il y a un effet d'aubaine, mais n'empêche que ceux qui n'ont pas l'habitude de fréquenter, ça lève une barrière, ça ne résout pas tout, loin de là, mais cette barrière de la gratuité est quand même importante. Du tarif est assez importante. Quand j'étais encore en charge du département de la politique des publics, moi je me suis vraiment battue à la fois pour des grilles tarifaires qui étaient décentes et puis de la gratuité, pas forcément de la gratuité permanente et à tout bout de champ, mais une gratuité aussi quand même qui est réfléchie et en tout cas qui accompagne les primo-visiteurs. On est passé quand même à des tarifs, là, en 10 ans, de 9 €. Et là, quand je regarde les tarifs, à plus de 20 € dans les grands établissements parisiens. Et certaines, oui. C'est énorme, quand même. Ça, moi, je crois qu'on ne peut pas faire de la démocratisation avec des tarifs aussi chers. Alors, je vois l'heure qui tourne. Si vous aviez une expérience à laquelle vous avez assisté, en tout cas vu quelque chose par rapport à l'accueil et aux transformations des expositions, des musées, pour qu'ils accueillent différemment le public, ça serait quoi que vous voudriez mettre en place ? Bruno, Palais des Beaux-Arts, vous avez déjà tout mis en place. Non, c'est justement... je pense que je suis un vieux conservateur et je me sens moins vieux depuis 1 ou 2 ans parce que je pense que la période n'a jamais été aussi stimulante. J'ai envie de... Il y a un événement qui pourtant défraie la chronique en ce moment, c'est ces jeunes militants écologistes qui lancent une boîte de soupe sur un Van Gogh. Et avant eux, d'autres l'ont fait. Et première réaction du conservateur, ah là là, mais c'est une catastrophe, ces gens sont totalement dingues, c'est un Van Gogh quand même. Deuxième réaction, parce que j'ai de fortes convictions écologistes, mais je les comprends, parce que, objectivement, le futur de la planète qu'on leur réserve, je comprends qu'ils soient plus qu'en colère et qu'on a abouti un jour à une forme de terrorisme écologiste. Et troisième réaction, je me dis, mais quand même, c'est fou comment, et c'est ce que disait Jacqueline, en quelques années, une dizaine d'années, un travail préparatoire, comment le musée est au centre de la société. C'est-à-dire que s'ils vont là, c'est parce que c'est là qu'il y aura le plus fort impact médiatique. C'est-à-dire c'est parce qu'on va s'en prendre à un bien commun, à quelque chose sacralisé qui va être considéré, et donc ce geste va être considéré. Et donc c'est la seule façon qu'ils ont trouvé d'être médiatique. Et donc moi je me dis, tiens, ça veut dire qu'on a une chance incroyable dans les musées aujourd'hui d'être au centre des débats de la société. Donc à nous de saisir. Beaucoup de musées ont commencé, surtout dans l'Europe du Nord, chez les anglo-saxons, mais ça arrive en France maintenant. Les Hollandais, pour nous, c'est un modèle. Donc voilà, saisissons cette chance et il va falloir trouver les façons de traiter le public avec bienveillance, avec attention. Et effectivement, tout est bon, aussi bien d'accueillir simplement sans que ce soit une épreuve de rentrer dans un musée, aussi bien que de renouveler le genre de l'exposition, aussi bien que de trouver des formes de médiation qui permettent aux visiteurs de s'approprier les œuvres et même de produire du discours eux-mêmes dont on va tenir compte. Voilà. Je trouve que la période, pour moi, elle est formidable. Pierre ? Moi, je n'ai pas de réponse, on va dire, structurelle pour les musées en général. Après, j'essaie d'apporter des petites réponses dans mon travail en règle générale, notamment dans ce projet sur les drogues numériques dont je parlais.
pour inciter des gens à venir dans l'expo, on leur offrait des œuvres en fait. Vu que les œuvres étaient numériques, donc c'était vous savez sur la blockchain des NFT justement, il y avait on a mis un concept sur Twitter, c'était de proof of understanding. Donc le projet était assez complexe quand même techniquement tout ça. Donc les gens devaient dérouler un thread pour eux-mêmes se faire médiateurs du projet en fait et dire ce qu'ils en avaient compris. Donc ils devenaient spectateurs mais aussi critiques d'une certaine manière. Et du coup les meilleurs gagnaient une œuvre. Pour certains, pour ceux qui venaient à l'expo, pour ceux qui pouvaient pas venir à l'expo parce qu'ils en comprenaient de manière remote. Et puis créer certaines expériences. Là à Marseille par exemple, on va rejouer cette exposition. Mais là il y a des médiateurs justement qui vont avoir des sortes de t-shirts imprimés avec des molécules et avec et qui vont proposer une expérience. Ils vont proposer à des gens et à des visiteurs de boire de l'eau en fait, préalablement informés par cette homéopathie psychotrope entre guillemets. Et donc du coup le spectateur sera invité à voir un film et une expérience d'une œuvre, mais aussi à rentrer dans l'expérience, à rentrer dans l'expérience d'une manière avec une implication corporelle aussi. Didier, un dernier mot. On va prendre quelques questions. Non, mais moi, je crois que ce qu'il faudrait, c'est vraiment que tous ceux, enfin justement, qu'on veut faire venir, s'ils viennent, soient considérés vraiment comme les super VIP. C'est-à-dire que parce qu'il n'y a rien de mieux que de se dire tiens, quand on vient, bon, moi je connais quand même bien le 93, je me suis fait beaucoup de microfolies, Villiers-le-Bel, tout ça, qui sont quand même, bon, il faut y aller. Enfin, il y a la salle Jacques Brel, quand on sort du RER et qu'on va là-bas, waouh. Et ces gosses-là, si on leur dit, attends, tu as une carte là, et là t'es VIP, tu y vas quand tu veux, tu passes le coupe-fil, que les amis du Louvre, c'est-à-dire ceux qui vont depuis 30 ans au Louvre et tout ça, toi, vas-y, tu passes là, et tu auras en plus un catalogue qu'on va te donner, un truc vraiment où il n'en vient pas. Enfin, il a sa carte, nous, à Lille, bon, on le fait ensemble. Et on donne aux enfants qui viennent visiter les expos une invitation, mais ils ont 8-9 ans, une invitation pour inviter, enfin, ils partent avec 2 tickets d'invitation. C'est-à-dire, ils peuvent inviter qui veulent. Donc, évidemment, ils invitent leurs parents à 8-9 ans. Mais c'est souvent la première fois qu'un enfant de 8-9 ans a des invitations. On s'est rendu compte de ça. Donc à table, le gosse, c'est un trésor qu'on lui donne. Donc il tanne les parents, mais comme c'est pas permis, pour y aller samedi. Et les médiateurs ont informé les enfants qu'avant qu'ils ne visitent l'expo, qu'ils vont avoir une surprise et qu'il ferait bien d'écouter. Et nous on le voit, le choc il est énorme. Et on a beaucoup de gens d'enfants qui deviennent du coup les médiateurs, les guides de leurs parents dans les expos qu'ils ont vus avec l'école. Et tout ça participe à des jeux et ils ont un coup de fil. C'est-à-dire les parents ne passent pas par la caisse, ils vont directement. Donc il n'y a plus la gêne, toutes ces barrières invraisemblables qui font qu'on ne se sent pas à son aise. On n'a pas le code. Et du coup, on n'y va pas. Donc là, on sait que c'est du direct, c'est le gosse qui vous fait la visite. Il y a beaucoup... je crois qu'il faut être très léger dans l'approche qu'on a aujourd'hui. Il faut arrêter des carcans qui donne obligatoirement les étapes pendant aujourd'hui c'est un peu explosé il me semble. Je crois que ça va être le mot de la fin. On va prendre des questions dans la salle si vous en avez. Je crois qu'il y a un micro qui tourne ou je vous donne le mien. Oui madame. Attendez, on va vous donner un micro pour que tout le monde puisse vous entendre. J'aimerais bien, comme vous le disiez tout à l'heure, aller au musée pour voir 3 œuvres, parce que j'ai envie de voir ces 3 en même temps. Seulement, il faut payer l'entrée, il faut faire la queue, il faut faire tout ça. À Londres, vous allez voir les ambassadeurs, et puis vous allez faire vos courses, et puis le lendemain, vous allez voir les Turner, et voilà. Ouais. Et vous profitez parce que vous n'en voyez pas trop. Absolument. Voilà. Alors, quand en France, ce sera gratuit, enfin, pour tout le monde. Bruno. Je voudrais ajouter une petite chose, ce qu'a dit la dame, parce que je trouve ça très juste. L'exposition actuellement au Centre Pompidou sur et de Gérard Garouste coûte 17 €, prix et tarif de base, normal. Moi j'ai un pass, donc c'est pas un problème. J'y suis allé 3 fois. L'expo est énorme. Je ne sais plus combien il y a d'œuvres, peut-être il y a plus d'une centaine d'œuvres. C'est monstrueux. C'est impossible de tout avaler. Et évidemment, personne ne peut prétendre voir cette expo une fois, même en y passant 2 ou 3 heures d'affilée. C'est pas possible. C'est pas digeste, quoi. Et donc, on paye 17 € et on voit quelques œuvres et on s'en va et c'est fini. Donc, un truc serait d'avoir un billet qui puisse être valable une semaine, par exemple, pour pouvoir revoir cette même expo sur un temps plus long. Et ça n'existe pas. Vous souscrivez ?
Non, c'est que juste, que comme dans tout, ce que je vous répète, c'est qu'il n'y a pas qu'une solution. La gratuité n'est qu'un élément de la solution pour faire venir les gens dans le musée. La question, nous, on s'en est rendu compte. Hein, bon, je ne parlerai pas du rapport de la Cour des comptes qui a prouvé que finalement, c'est les mêmes. C'est-à-dire ceux qui ont déjà la pratique du musée, qui reviennent plus souvent et pour qui c'est un effet d'aubaine. Ce n'est pas tout à fait vrai. Nous, on voit que c'est discriminant, surtout pour les jeunes. Moins de 30 ans. En gros, aujourd'hui, vous n'avez pas votre autonomie financière avant 28-29 ans. Donc jusque-là, c'est très discriminant de devoir même payer seulement 7 € à l'entrée au Palais des Beaux-Arts de Lille ou 10 € pour une exposition. On n'est pas à 17. Voilà. Mais ça n'est qu'un élément. Je vais prendre un exemple. Si vous n'aimez pas le sport, on vous donne des places gratuites pour un match de foot. Vous n'y allez pas. C'est parce que l'offre ne vous intéresse pas. Donc c'est l'offre en fait qui va déterminer. Et d'où nous la nécessité de renouveler la programmation pour faire venir ceux qui, même si ça coûte 7 €, vont être tentés de venir. Alors que même si c'est gratuit, ça ne les intéresse pas. Le musée ne sera pas un lieu qu'ils considèrent qu'il leur est destiné. Voilà. Donc en fait, il faut plusieurs façons de répondre. La gratuité est un élément, la programmation de ce qu'on produit, c'est-à-dire qui parle à tous, c'est en est un autre. La bienveillance dans l'accueil, effectivement, éviter tous les plupart des grands musées sont des barrières. Nous, notre premier handicap, c'est que c'est un palais. Hein, vous devez franchir des marches. Les gens confondent le palais avec la préfecture. Donc pour eux, c'est un lieu qui n'est pas un lieu pour eux. Voilà. Donc c'est tous ces éléments qui feront qu'on pourra arriver à une forme de démocratisation. Voilà, la gratuité, c'est qu'un élément. Mais si vous voulez, à Lille, il est inimaginable d'avoir une exposition à 17 €. Il est inimaginable d'avoir un catalogue à 45 €. C'est pas possible parce qu'on n'est pas à Paris. Voilà, le 6e arrondissement, c'est pas la France. Enfin, ça ne représente pas toute la France. Voilà. Donc, moi, je suis toujours effaré quand je viens ici. Effectivement, 17 € et 55 € le catalogue. Dans le Nord, c'est totalement discriminant. D'où des politiques qui font d'encouragement par des gratuités renouvelées, mais ciblées, et vers les jeunes qui ont envie de venir au musée, mais qui ne veulent pas payer, qui ne peuvent pas payer. Voilà. Une autre Oui, question. bonsoir. Bonsoir. Ben, moi, j'étais en train de penser à un des éléments aussi complémentaires, je dis bien, qui ne remplace bien sûr pas d'aller au musée et de venir, c'est à l'inverse de faire venir les expositions, les musées, etc., vers les gens. Par exemple, un des éléments pour elle. Moi, en tant qu'artiste, je suis artiste, je travaille aussi avec les technologies numériques. J'ai participé donc à une exposition qui s'est tenue à l'école d'architecture de Paris-Val-de-Seine, et c'est tombé en plein au moment où justement les nouvelles mesures de restriction, etc., arrivaient. Donc, finalement, cette exposition, elle n'était pas ouverte au public. Ce qui est quand même un peu gênant pour une exposition. Donc, comme elle avait lieu dans l'école d'architecture, elle était quand même au moins ouverte aux étudiants et au personnel, à la fois enseignants, administratifs, etc. Mais du coup, les deux commissaires se sont dit, on va essayer de réunir un maximum de documentation, ce qu'on appelle, bien sûr. Alors c'est déjà fait, hein, c'est pas non plus, ça se fait déjà en amont, comme vous en avez parlé, en amont, et ensuite après la visite. Voilà, donc c'était des interviews des artistes, des visites, avec une caméra évidemment, un parcours, etc. Mais voilà, donner des éléments que les gens ensuite d'ailleurs peuvent consulter sans restriction de temps, puisqu'ils les ont ensuite chez eux. On leur donne un lien Internet, etc. Tout le monde sait faire maintenant. Donc, il n'y a pas de limite dans le temps. Ça permet effectivement de prolonger. Après, évidemment, le regard n'est pas forcément celui que vous auriez eu, bien évidemment, avec votre propre parcours. Il est médiatisé. C'est sûr. Mais enfin, c'est un peu... C'est complémentaire. Moi, ça me semble complémentaire. Voilà. Après, il y a juste une petite chose, justement, comme je suis en train de parler de parcours, là, par rapport aux notions d'immersion. Et puis, vous avez évoqué aussi cette espèce d'accès à la connaissance quand on parle d'immersion, qui n'est plus uniquement
par le cognitif, mais par le corps, en fait, c'est-à-dire l'implication du corps. Et là, par contre, effectivement, on est quand même mieux dans l'espace physique pour ressentir cette immersion. Bon, mais comme vous en avez parlé, il y a quand même des technologies qui maintenant facilitent grandement justement cette immersion corporelle dans des sensations, dans des émotions, etc. Donc ça peut être aussi un moyen, quelque part, de faire venir aussi, à l'inverse, donc les œuvres vers le public. Oui. Voilà. Merci, madame. Je crois que l'heure... oui. Ça sera notre dernière intervention, parce que je crois qu'on a largement dépassé ce soir. Merci beaucoup, ça. Alors, moi, je trouve c'est très important de commencer par les enfants, hein, parce que ça c'est good pour la beauté, pour les belles choses, pour la civilisation, pour le crème de la civilisation. Je trouve que, moi, parce que je viens de Shanghai, je trouve que les Français, surtout les Parisiens, ils ont de la chance. Il y a tous ces musées et multiples d'expositions. Il y a plein de galeries aussi, comme tout à l'heure, mais bien sûr, de grands musées. Donc, pour moi, le musée, ou bien toutes les grandes expositions, c'est toujours rempli de monde. Finalement, aujourd'hui, j'ai compris, ce sont remplis de touristes. Donc, maintenant, le problème, ce sont pour les Français, pour les Parisiennes. Donc, moi, je trouve... À Paris, oui. Voilà, pour Paris. Alors, bon, maintenant, je parle de Paris, je peux parler parce que j'habite à Paris. Donc, ma question aussi, c'est pour madame. Est-ce qu'il y a des collaborations entre le ministre de la Culture et l'Éducation nationale pour les... Bien sûr. Oui, oui, alors, bien sûr. À quel moment qu'on a amené les enfants... Tout à l'heure, j'étais très content pour entendre parler, il y a 6 millions de visites scolaires. Donc, je trouve que c'est extrêmement important. Moi, j'ai 2 garçons. Quand ils étaient petits, et bien sûr, les garçons, ils faisaient des jeux vidéo, etc. Pas de questions, amenés au musée. Et au musée, j'ai beaucoup apprécié, dans tous les grands musées, il y a des ateliers pour les enfants. Ça, c'est excellent. Donc, je crois qu'il y a très peu de gens qui connaissent des ateliers pour les enfants. Donc, il y en a beaucoup de gens que je ne connais pas, hein, parce que j'ai vraiment fait connaître beaucoup de Parisiennes. Ils ne savaient pas. Oui. Il y en a dans tous les musées, normalement. Oui, je sais. Oui. Mais le public ne savait pas pour les enfants. Donc, je trouve que c'est très, très important, si vous voulez, le public. Maintenant, je crois que les personnes âgées, ils adorent aller visiter le musée et tout ça. Mais je crois qu'il faut commencer par les enfants. Hein. D'ailleurs, c'est un plaisir. C'est un cadeau pour eux. Il faut comprendre, c'est un cadeau. Normalement, c'est à l'école que ça se fait. Tout à fait. Merci donc, l'école, c'est assez, je crois que c'est assez compliqué pour organiser les visites en dehors de scolarité. Parce que pour le cinéma, je crois que c'est la même chose. Il y a CNC et l'école, ils ont une sorte de... Voilà. Donc, voilà. Merci, madame. Le ministère de la Culture et l'Éducation nationale, le lien. Voilà. Ne vous inquiétez pas, ça existe. Et bon, ça peut être chaotique, mais ça existe quand même. Merci à tous, en tout cas. Merci d'avoir bravé la grève et d'avoir été avec nous ce soir. Bonne soirée.